Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La Chine apporte son assistance au Bénin dans la lutte contre le coronavirus. 1500 kits sanitaires sont offerts au ministère de la Santé par l'ambassade de Chine près le Bénin. Ces kits serviront à poser facilement le diagnostic des cas du Covid-19. Et pendant ce temps, la psychose règne en maître dans les cœurs, même si le phénomène du coronavirus n'est pas encore alarmant au Bénin. Dans le monde culturel et surtout celui du showbiz, c'est un véritable manque à gagner pour les promoteurs d'espaces culturels. Toutes les activités sont suspendues. Le constat dans ce journal. Et puisque nous sommes toujours dans le mois de mars, nous ferons un clin d'œil à la femme à travers la célébration samedi dernier de la GIF 2020 par la section France de l'Union progressiste. Le thème retenu cette année est « Évolution du statut social de la femme béninoise, de la tradition à la modernité ». Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Tout de suite, le développement. La Chine, bien que touchée, apporte son assistance au Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Ce jeudi, l'ambassadeur de Chine au Bénin a officiellement transmis au ministre de la Santé des kits sanitaires. 1500 au total. Ces kits serviront à poser facilement le diagnostic des cas du Covid-19. Un reportage. La République populaire de Chine témoigne sa compassion à la partie béninoise qui est aussi frappée par le Covid-19 et ses conséquences. 1500 kits ont été officiellement remis au ministre béninois de la Santé pour faciliter les tests et détection de cas porteurs essentiellement du coronavirus. C'est une première geste de la part des Chinois pour soutenir le gouvernement béninois dans les mesures de cette lutte contre la pandémie Covid-19. Dans la limite de notre moyen, on va continuer à soutenir le Bénin dans cette lutte cruciale. Ce geste est d'autant plus important que l'on sait que si on n'arrive pas à poser le diagnostic, on ne peut pas bien traiter. Je voudrais profiter de l'occasion pour, encore une fois, exprimer à la République populaire de Chine la solidarité du gouvernement et du peuple béninois avec à sa tête le président Patrice Talon pour l'épreuve qu'elle a eu à traverser et dont heureusement elle est en train d'échapper actuellement. Ce geste de la République populaire de Chine s'interprète comme l'illustration même de la solidarité recommandée par l'OMS face au Covid-19. Le pays donateur dit n'avoir enregistré aucun cas ces dernières 24 heures et traduit ce résultat comme synonyme de la capacité des nations à venir à bout de cette pandémie. Au Bénin aujourd'hui, on peut dire que la psychose règne en maître dans les cœurs, même si le phénomène du coronavirus n'est pas si développé. Dans le monde culturel et surtout celui du showbiz, les activités sont toutes suspendues. C'est le respect strict des prescriptions du gouvernement, comme nous allons le constater dans ce reportage de Assimo Kanya-Siambo. Les répercussions du fléau coronavirus n'épargnent aucun domaine d'activité. Chez les promoteurs, Visiblement, quelques problèmes techniques. Nous reviendrons sur cet élément dans un instant. Mais en attendant, précisons que face au coronavirus qui menace le Bénin, les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Plusieurs mesures sont mises en œuvre, notamment au niveau des frontières pour prévenir la maladie. Quel est l'état des lieux de cette guerre contre le Covid-19 à la frontière de Sémékraké, l'une des frontières entre le Bénin et le Nigeria? Nous allons faire le constat avec Emma Rodono. Frontière de Sémékraké ce matin. Agents de santé déployés par le ministère de la Santé et agents de la police républicaine sont aux aguets. L'alerte au coronavirus oblige. Toutes les personnes en provenance du Nigeria pour le Bénin sont systématiquement contrôlées. Le dispositif mis en place est simple, mais obligatoire. Un thermoflash pour prendre la température et de l'eau chlorée pour le lavage des mains. I see they wash my hands and I appreciate it that they are doing here and they keep precaution.
J'ai quitté le Nigeria, je suis venu au Bénin, je vais faire une semaine. Arrivé à la frontière de Semekrake, nous avons vu les agents sanitaires qui nous demandent de nous laver les mains. Et ils prennent notre température et nous donnent quelques notions, à savoir ne pas trop se regrouper en groupe, se laver les mains régulièrement et se protéger le nez et quelques autres règles pour pouvoir lutter contre ce virus-là. J'ai apprécié le dispositif ici. Les agents sont vraiment courtois envers les usagers. Et je demande à tous les usagers qui passent de bien vouloir se conformer aux prescriptions des agents sanitaires qui sont installés ici. Avoid that thing now. When everything is normal, you can enjoy. And I'm from Nigeria. I'm going to Cotonou. And I think what they are doing here is very good. It's making J'ai quitté le Nigeria, je m'en vais au Bénin pour faire quelques jours. À notre arrivée à la frontière de Semekrake, les agents sanitaires nous demandent de descendre pour nous laver les mains. Ils prennent notre température. C'est une maladie qui sévit dans tout le monde entier et j'invite tous les citoyens à se conformer aux prescriptions, surtout se laver les mains, se protéger les nez et éviter les grands rassemblements. Always in anything you do, make sure you wash your hands so you will be able to stop this sickness from getting closer to yourself. Ces exigences pour prévenir les contaminations au coronavirus sont obligatoires aussi bien pour les passagers des véhicules que pour les piétons qui traversent la frontière. Au dit des agents, aucun cas suspect à cette frontière jusqu'à présent, mais il y a tout de même quelques résistances de certains usagers qui refusent de se laver les mains. La faute à certaines idées préconçues. Il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui viennent de Nigeria, là, ils refusent de se laver les mains. Quand on les force de se laver les mains, ils disent non, que peut-être ils veulent prendre leur chance pour prendre leur lot pour faire quelque chose. Donc je dis non. Est-ce que l'État peut avoir ces idées? Il dit non, que voilà que même si les maternités ou bien les hôpitaux, les gens prennent les sangs pour faire les trucs. Je dis non, si c'est comme ça, donc tu retournes dans ton pays. Ou bien tu laves les mains et tu rentres. Oui, les alphas aussi, bon, les alphas, ils refusent carrément que leur religion, qu'on ne lave pas la main ailleurs. Donc ils se lavent les mains à la maison. Je dis non. Ici, c'est l'État qui a exigé à tout et chacun de laver les mains. Donc c'est de là, quand on leur a expliqué ça, certains lavent les mains, certains retournent, qui retournent dans leur pays. À l'intérieur du poste juste apposé, la police républicaine et les agents de santé veillent aux mesures de prévention retenues par le gouvernement. Mais à l'extérieur, au niveau du marché et de la gare routière, aucune action pour le moment. Les transporteurs ici ne voient d'ailleurs pas comment respecter la distance sécuritaire entre les passagers telle que préconisée par le Conseil des ministres. Cette affaire de distance entre passagers ne peut pas marcher. On prend un devant et trois derrière. Et les gens sont obligés de se serrer. Ça ne peut pas marcher. Sur le terrain, le bouche à oreille se poursuit pour sensibiliser les uns et les autres sur les bons comportements à avoir en ce temps de guerre contre un ennemi invisible. Voilà, vous venez de suivre l'ambiance qui prévoit la frontière de Semekrake, l'une des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Depuis la découverte du premier cas du coronavirus au Bénin, les mesures pour la préservation et une bonne maîtrise du mal se sont multipliées, même si dans la mise en application, quelques difficultés subsistent. Comment les confessions religieuses mettent-elles en application les conseils et recommandations du ministère de la Santé? Élément de réponse dans ce reportage signé Tanguy Agoy. Église catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, vers la fin de la matinée de ce mercredi. Ce n'est pas la grande affluence des heures de prière, mais le monde des fidèles est là, recueilli et contrit. Ce sont en fait ceux qui arrivent à s'accommoder des nouvelles règles imposées par la conférence épiscopale, suspendant l'acte de la paix du Christ et changeant le mode d'administration de la communion. Il y a en effet une bonne partie des fidèles qui ne l'intègrent pas encore. Ça a changé un peu les habitudes. Et beaucoup, actuellement, il y a certains qui ne viennent plus à la messe.
Oui, carrément. Carrément. Et il y a certains même qui disent à leurs enfants de ne pas venir à la messe. Les dispositions diverses sont mises en œuvre, en tout cas pour les plus essentielles, par les responsables religieux. Nous sommes ici au siège national de l'église protestante méthodiste du Bénin où un nouveau rite s'impose à l'entrée avant d'accéder aux différents bureaux. Mais le souci des responsables, c'est de faire respecter la distance d'1 mètre entre fidèles lors des cultes. C'est une question vraiment difficile à répondre parce que l'espace, nous devons en tenir compte aussi. Et c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure que nous allons au sein du bureau du Conseil du Synode général voir, réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire. Pendant que la réflexion continue à l'EPMB, le leader de la paroisse de la Cire, à l'autre bout de Cotonou, a tranché à son niveau. Un réaménagement à l'intérieur de l'église respecte la distance entre fidèles et fait passer le nombre de places assises de 800 à 200 au premier niveau. Point de demi-mesure, quitte à perdre quelques fidèles pour le moment. Parce que si ça rentre dans l'église, c'est pas bien pour nous aussi, c'est pas un bon témoignage. D'abord, quelqu'un qui vient prendre à l'église peut amener à la maison ou bien quelque part. Donc nous sommes tenus à protéger la population. Il est par ailleurs envisagé la mise en place du dispositif de lavage des mains. Pas comme chez les prêtres vaudous. On est bien conscient du danger par ici, mais l'observance rigoureuse des nouvelles règles paralyse la tenue des rituels annuels impératifs. Contre mauvaise fortune, on essaye de faire bon cœur. Nous sommes obligés de lancer, de suspendre ces activités-là à travers tout le pays en attendant que de nouveaux mots d'ordre soient donnés. Donc cela perturbe fondamentalement, mais le véritable problème aujourd'hui, c'est comment satisfaire les exigences liées à l'invisible qui sont des exigences qu'on ne doit pas laisser tomber. Coincés entre l'impérieux et le nécessaire, les dignitaires des religions endogènes cogitent. Même si la foi peut imposer une assurance, d'ailleurs partagée par les autres religions, convaincus d'en arriver à bout par la force de la croyance. Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Être alarmé et alarmer les gens, ce n'est pas bon. Parce que la peur même d'abord de la chose nous fragilise. Face au coronavirus, les confessions religieuses et leurs leaders s'adaptent comme ils peuvent, mettant au pas leurs fidèles. Mais derrière la solidité de la foi se note aussi parfois la fébrilité face à un mal, à la fois invisible et omniprésent, mais aussi et surtout aux conséquences parfois implacables. Vous l'avez constaté, les dispositions nouvelles pour combattre le Covid-19 changent les habitudes, surtout dans les milieux religieux. C'est le cas aussi avec les fidèles musulmans qui doivent revoir un certain nombre d'habitudes. Un dignitaire de la religion musulmane a accepté de nous livrer quelques-unes des nouvelles mesures qui vont désormais régir le comportement du bon musulman. El Hadj Yakubu Malerossou est au micro de Tanguy Agoy. Avant, nous avons l'habitude de se coller les coudes. Il n'y en aura plus. Espace d'1 mètre. Je crois que c'est très facile à exécuter. Et ensuite, on nous demande de déposer des récipients remplis de l'eau, de savon, devant les mosquées. Cela veut dire qu'avant de rentrer dans la mosquée, tu vas laver tes 2 mains. Tu sors, laver encore les mains. Nous avons l'habitude de cracher un peu partout. Tout ça là maintenant c'est interdit. Il nous faut des mouchoirs de poche. Tu vas cracher dedans et tu jettes. Regroupement des baptêmes, des mariages, non. Pour le moment, nous devons tout faire pour que cela soit en famille. Je dis bien en famille. Si dans ta maison, ta femme a accouché, tu n'as pas besoin d'inviter tout le monde. Tu invites 1 ou 2 alphas, ils vont donner le nom et après, tu vas fêter. En ce qui concerne nous les musulmans, toutes les mosquées sont fermées en Arabie Saoudite. Même la grande mosquée. Il y aura des appels à la prière,
cela n'est pas interdit. Mais désormais, s'il appelle à la prière, tu pries dans ta maison. Bien vrai, tout le musulman qui a des moyens doit partir. Mais si tu n'as pas de moyens ou bien il a d'empêchement, tu laisses et l'année prochaine, tu vas aller. Donc ça ne diminue rien de la grâce de Dieu. Et justement, face à l'intrusion du coronavirus au Bénin, beaucoup de Béninois s'interrogent au sujet du TOFA, l'oracle annuel, qui, selon eux, n'a pas prédit cette année une pandémie au Bénin. Le responsable de l'association Bénin TOFA, interrogé sur la question, a rappelé que cela a été bel et bien annoncé par l'oracle. Voici ici un extrait de ses explications au micro de Tanguy Agoy. TOFA a été très clair là-dessus, sur une maladie de type nouveau. Mais le FA ne peut pas parler de coronavirus parce que le FA ne connaît pas ça. Le FA ne parle pas, le FA a parlé d'une maladie de type nouveau qui va venir nous envahir. Et lors des sacrifices, j'ai veillé à ce que nous, on fait, quand on consulte comme ça et que ce genre de choses arrivent, la cérémonie qu'on fait, c'est à Zoigny. C'est-à-dire, on renvoie la maladie. Mais vono, c'est-à-dire que les sacrifices atténuent, mais n'enrayent pas définitivement le mal. Ça veut dire que ça va arriver, mais ça n'aura pas la même ampleur que si rien n'avait été fait. Avant, nous avons vécu les varioles, les varicelles et tout ça, et même la gale aussi avait sévi sérieusement ici. Nos aînés avaient développé des rituels pour endiguer la pandémie. Et ces rituels-là, nous avons décidé de les réveiller désormais pour mettre ça à la disposition de la population, mettre ça à la disposition de nos gouvernants pour pouvoir enrayer ça. Cette maladie était déjà connue ici. Et c'est même dans ces recherches-là sur la pandémie que j'ai su que même le VIH-Sida était déjà connu dans les années 1800. On appelait ça Gokui-Gokui, qui était déjà connu ici avant qu'en 1983, le 20 mai 1983, les laboratoires américains ne découvrent ça. C'est une situation qui profite à l'Afrique. Vous savez, c'est le déclin de la civilisation occidentale. Cette histoire marque le déclin de la civilisation occidentale. Et c'est maintenant, plus que jamais, à l'Afrique de profiter pour prendre le dessus sur le Conseil des Nations. Et à cause de coronavirus, les soutenances de thèse sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à l'université d'Abomey-Calavi. Les responsables des écoles doctorales justifient cette décision par le fait que les cérémonies de soutenance non seulement drainent du monde et génèrent des attroupements, mais elles nécessitent aussi la présence des enseignants étrangers dans les jurys. Suivant les explications de Placide Clédio, il est le directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. Au niveau de l'école doctorale, pour chaque soutenance, il faut 2 étrangers. Les tests qu'ils ont exigés. Et à chaque soutenance, les étrangers seraient là. C'est en raison du déplacement de ces étrangers qu'on a pris nos précautions pour dire, bon, nous allons sursoir d'abord aux soutenances en attendant que la situation soit un peu clarifiée. Alors, même si on ne prenait pas les mesures de suspension, il y a des pays qui ont refusé à ce que les professeurs sortent. Donc nous serons toujours à PET. On va les appeler, ils ne pourront pas venir. Donc on a été prévoyant pour que nous puissions gérer efficacement la situation. Mais on est en train de voir aussi des autres possibilités de faire les soutenances sans les déplacements. Par exemple par vidéoconférence. Bon, il s'est fait que la salle de vidéoconférence est un peu exiguë. On est en train de voir si la situation continue, comment nous allons contourner et faire quelques innovations en organisant les soutenances par vidéoconférence. Parce que c'est un peu gênant de bloquer les doctorants qui sont en fin à la fin de leur recherche pour présenter leurs résultats. En dehors de ça, même les mercredis scientifiques où nous nous rencontrons, je viens d'envoyer la note pour ce soir aussi au mercredi scientifique. Donc pour éviter, ça draine du monde aussi, pour éviter qu'il y ait un attroupement, pour propager vraiment la maladie. Fermons sous réserve la page coronavirus pour d'autres faits marquants de l'actualité nationale. Dans le but de construire un lendemain meilleur aux enfants, le gouvernement béninois, à travers son ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, a mis en place un outil de protection des enfants. Il s'agit de la ligne d'assistance aux enfants victimes de violences et d'abus. Le lancement a eu lieu ce mercredi. Bonjour monsieur, je suis bien au 138.
Je voudrais dénoncer un cas de violence sur un enfant. Voici le geste qui rend officiellement accessible la ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. Il s'agit d'un outil de protection qui va permettre à la population de dénoncer en toute sécurité des violences et abus faits aux enfants. Le programme porte la marque du gouvernement béninois à travers son ministère des Affaires sociales et de la microfinance et fait suite aux recommandations issues de la Convention internationale des droits de l'enfant. Votre présence témoigne de votre engagement et de votre implication effective dans la préservation de l'intérêt des enfants et de la défense de leurs droits. Le ministère des Affaires sociales a une lourde responsabilité dans la protection de l'enfance. Nous ne saurions donc rester indifférents aux violences que subissent encore malheureusement nos enfants dans la société. La mise en place de cette ligne, dont le coût financier s'élève à près de 138 millions de francs CFA, est le fruit d'un travail de longue date entre le gouvernement et plusieurs partenaires, notamment l'UNICEF et les Pays-Bas. Un acte qui traduit leur dévouement collectif pour la cause des enfants au Bénin. Les lignes d'assistance aux enfants sont des véritables réseaux de soutien qui peuvent sauver des vies. Nous sommes confiants que cette nouvelle ligne, gratuite et disponible 24 heures sur 24 au Bénin, sera une réussite. 138, c'est le numéro spécialement conçu pour ce programme de protection. Il est accessible 24 sur 24 et entièrement gratuit à partir des lignes conventionnelles et des réseaux GSM, MTN et Move. Évolution du statut social de la femme béninoise, de la tradition à la modernité, c'est le thème de la rencontre organisée samedi dernier par la section France de l'Union progressiste à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un an après le lancement de leurs activités dans l'Hexagone, les militants progressistes de France n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Voici le compte rendu de Hassani Vianney. La place du genre est d'une importance capitale au sein de l'Union progressiste. Aussi, pour cette journée internationale des droits de la femme, la section France de l'Union progressiste n'a pas voulu laisser passer l'événement. Le thème de cette année, c'est « Je veux rentrer dans l'égalité ». Et il dit, le thème dit en même temps, « Levez-vous et allons dans l'égalité ». Nous avons voulu organiser cette manifestation aujourd'hui pour évaluer, je dirais, l'évolution de la femme, de son statut social surtout dans notre société. Donc depuis le temps ancestral jusqu'à nos jours, les avancées, faire un peu de lumière, c'est-à-dire qu'on avait besoin de comprendre. Voilà, c'est surtout ça, et encourager les femmes à continuer cette lutte-là, cette marche vers la modernité, vers l'émancipation. Les participants ont donc réfléchi au statut et à l'évolution de la femme au sein de notre société, sans oublier les engagements du parti en matière de promotion de la femme. Veiller au renforcement de la prise en compte de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans la formulation et la mise en œuvre de la politique générale au sein du parti et dans la société. Diffuser la politique du parti sur les questions relatives à l'égalité du genre. Soutenir les initiatives et faire des plaidoyers politiques dans tous les domaines. Je pense que nous sommes encore loin de cette égalité que nous souhaitons. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que nous, femmes, nous prenons nos places à différents niveaux. Pour ce faire, il faut donner la chance dès l'enfance aux enfants. Il faut les élever, garçons et filles, de la même façon. Nous naissons de la même façon et j'estime que l'éducation est importante pour les femmes. Il faut travailler dur, sans relâche et se dire que rien n'est perdu d'avance. À la fin de cette rencontre, je peux dire qu'au sein de l'UP, je pense que nous développons des idées de construction de notre société. Il est important de noter une chose. Au sein du parti, il a été bien notifié que nous devons faire une formation politique pour pouvoir apporter les réponses aux problèmes de la société, en particulier aux problèmes des femmes,
puisque nous sommes de la journée des femmes. Il est important de comprendre ce processus que construire le capital humain tel que ça a été dit dans le PAG, c'est aussi construire la petite fille qui aujourd'hui est à l'école et qui deviendra demain l'élément important de la société. Cette rencontre de la section France a eu lieu en présence de l'honorable Issa Salifou, membre du bureau exécutif national de l'Union progressiste. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout respectez les mesures élémentaires pour la prévention du Covid-19. Portez-vous bien.